90.3. 90.3. La crise dans les médias au Sénégal, quelle solution, quelle alternative? Le Sénégal lève 452 milliards de francs CFA de rebond sur le marché international. Quelle lecture en faire? Quelles conséquences pour la dette du Sénégal? L'antisystème peine-t-il à neutraliser le système? Avec les lectures de Guy Marius Sagna du PASTEF et Alioune Tine d'Afrikajom Center, pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 9 juin Seydina Alioune Ndiaye, économiste, banquier d'affaires, consultant international, et Dr Mor Gassama, enseignant-chercheur à l'UCAD. L'Air du Temps, de 10h à 11h sur la 90.3, avec Alassane Samba Diop. 9 juin 2024, bienvenue à l'Air du Temps, qui soit donc Seydina Alioune Ndiaye, économiste, essayiste, et l'auteur du livre L'angle mort économique. C'est ça? Nous sommes aussi avec Dr Mor Gassama, enseignant-chercheur à l'INSEP, UCAD. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelque temps, une crise sévit au Sénégal. Elle concerne directement les médias, la presse sénégalaise. On a vu que le nouveau pouvoir a envoyé pratiquement à tous les médias sénégalais des mises en demeure et aussi des redressements fiscaux. Le fisc, ça crée un tollé au niveau de la presse. Le CEDEF, qui est le consortium qui regroupe les patrons de presse, a fait des sorties en disant que c'est la mort économique de la presse qui est décrétée. Et on découvre aussi que ce n'est pas seulement la presse qui est concernée par ces redressements. Pratiquement, beaucoup de sociétés sénégalaises ont reçu les fameux papiers des impôts et domaines. C'est là l'angle mort de l'économique. Est-ce que c'est ça que ça signifie? Oui, merci beaucoup Alassane et je vous remercie vraiment de cette invitation. Permettez-moi d'abord de saluer Monsieur Gassama, mon co-débatteur, un brillant économiste. On a eu l'occasion de se rencontrer jeudi passé aux assises économiques du MEDES. Alors, c'est une belle formule. Hein. L'angle mort économique, c'est le titre de l'ouvrage que j'ai écrit sur la négligence du chemin de fer et comment ça garotte l'économie, le développement du Sénégal. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est vrai qu'actuellement, on note une certaine tension au niveau de la fiscalité et du recouvrement d'ailleurs des recettes fiscales et c'est très clairement indiqué dans le dernier rapport d'exécution budgétaire de l'État du Sénégal au premier trimestre 2024. Il y a une évidente tension de trésorerie et effectivement, en termes de collecte de recettes, le taux d'exécution du budget est à 17%, alors que pour les dépenses, on est autour de 25%. Donc, il y a déjà 25%. Il y a déjà un mismatching entre ce que l'État reçoit et ce que l'État dépense. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voudrais peut-être souligner, c'est qu'au Sénégal, la fiscalité, vraiment, c'est un énorme panier à crabes. Vraiment, quand on y plonge ses mains, on risque de se faire mordre parce qu'il y a tellement de régimes spéciaux, il y a des dérogations, il y a des remises fiscales, il y a du tout et un peu de n'importe quoi. Et juste pour donner un chiffre, pour donner la perspective, c'est 7% des entreprises qui supportent 90% de l'assiette fiscale. Donc, on a besoin, et ça, on en parle tout le temps, mais ce n'est jamais fait. On a besoin d'un élargissement de l'assiette fiscale pour que tout citoyen, que toute entreprise, que toute personne physique ou morale puisse supporter sa part de charge de citoyenneté, puisque l'impôt, c'est la citoyenneté. C'est à travers l'impôt qu'on construit des écoles, des hôpitaux, qu'on finance le budget de l'enseignement, de la santé, de l'armée, etc. Maintenant, pour venir au cas spécifique de la presse, moi je pense que, comme ça existe pour beaucoup de secteurs, hein, vous avez le secteur de la santé, le secteur du tourisme, le secteur de la production, etc., qui bénéficient des régimes spéciaux qui sont consacrés dans le Code général des investissements, qui est après intégré dans le Code général des impôts. Donc moi, je plaiderais pour que la presse, parce que la presse est un pilier essentiel de la démocratie, parce que la presse concourt à la fabrique de l'opinion. L'information est une denrée de très haute nécessité, pas de première nécessité, mais de haute nécessité. L'être humain, en tant qu'animal, a besoin de l'information. On consomme de l'information comme on consomme du riz, je taquine le tout couleur que vous êtes, du mourou, etc.
Donc, l'information étant une donnée de haute nécessité, c'est, de mon point de vue, ça peut être quelque chose d'envisageable que la presse puisse bénéficier d'un régime fiscal qui puisse lui alléger sa marge de manœuvre et lui permettre vraiment de jouer son rôle. Maintenant, exigence de moyens, exigence aussi de résultats. Il faut que la presse aussi, elle-même, soit dans une perspective d'un assainissement. Parce qu'on a tous constaté ces dernières années, on a parlé tout à l'heure en backstage, que la presse au Sénégal, c'est n'importe qui fait n'importe quoi. On peut, depuis sa chambre, avoir une chaîne YouTube, la monétiser, gagner des revenus, du jour au lendemain être un chroniqueur, se déclarer journaliste ou directeur de publication, etc. Donc il y a du tout et du n'importe quoi. Et tous ces revenus-là échappent à l'impôt, échappent à la fiscalité. Et je vous ai tout à l'heure dit, d'un point de vue macroéconomique, actuellement, la très grande tension de trésorerie et tension budgétaire qu'on est en train de vivre, et d'ailleurs peut-être une partie qui a justifié l'émission de l'eurobond là pour racheter une partie de la dette. Parce qu'on est face à un mur de la dette, et ce mur-là, comme le train du Sénégal, pour revenir à mon livre, est lancé à 300 km à l'heure, si on ne freine pas, on va heurter le mur de fer, béton, acier, qui est le mur de dette qui est devant nous. Gassama, par rapport à cette situation que vit la presse aujourd'hui, quelles sont les alternatives à votre avis? Voilà, merci beaucoup Hassan de l'invitation. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter mon co-débatteur pour son ouvrage, mais aussi voilà, pour sa participation aux assises économiques donc, du MEDES. Effectivement, en tout cas, personne ne peut nier donc, le rôle important que joue la presse au sein d'un pays, surtout en matière donc, de promotion donc, de la démocratie et des droits humains. Maintenant, il y a des problèmes qui sont là. Personne ne peut également donc, les contester. Malheureusement, j'ai l'impression que les spécialistes ou les professionnels de la presse eux-mêmes n'ont pas voulu prendre les choses en charge. C'est-à-dire que c'est comme si parfois, ce sont vraiment des démarches individuelles. On est proche du régime, on bénéficie de certains avantages. Les autres, est-ce que leur problème est réglé ou pas, ça ne les concerne pas. Maintenant, lorsque peut-être on vient et on voudrait rappeler les gens à l'ordre, automatiquement tout le monde va crier en même temps. Je pense qu'il faut faire du benchmarking. Vous savez ce qui se passe dans d'autres pays, ça peut être la France, le Canada, le Maroc, etc. Pourquoi dans certains pays les choses marchent et ici c'est toujours un certain problème. Vous échangez et puis bon, vous préparez un bon document, un mémorandum que vous avez déposé sur la table donc, du ministère ou plutôt donc, de la communication ou plutôt même au niveau de la présidence et ensuite essayer de défendre cela. La presse mérite un accompagnement particulier. Mais il y a des problèmes qui sont là. Par exemple, on voit la presse qui est distribuée et même les critères ne sont pas respectés. Ne sont pas voilà, transparents. Ensuite, on voit que même si cette aide est distribuée au niveau de la presse, certains disent que dans la plupart du temps, c'est pour les boss, mais en réalité, les journalistes ne voient pas grand-chose. Alors que, à mon avis, lorsqu'on distribue cet argent-là, c'est pour peut-être améliorer les conditions de vie, mais surtout de travail donc, des journalistes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que l'État doit renforcer davantage cette enveloppe-là? Est-ce qu'il doit les aider encore voilà, à mieux préparer, donc, à travailler dans de meilleures conditions, mais aussi à préparer donc, la retraite des journalistes? Parce que tout ça, voilà, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans les rédactions pendant 5 ans ou plus, ils ne gagnent pas grand-chose. Est-ce que c'est dans ces conditions-là qu'ils vont préparer une retraite paisible? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui méritent réflexion. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un problème qui est là. Il faudrait trouver une solution. Et pour moi, il faudrait tout faire pour d'abord sauver, en tout cas, la presse, surtout le monde professionnel. Parce que quand même, tout le monde n'est pas journaliste, ça c'est clair et net. Voilà, il y a un cahier de charge qui existe, est-ce que les gens le respectent ou pas? Parce que parfois, dans le régime passé, on avait l'impression que plus on est proche du pouvoir, on tresse le laurier, ainsi de suite, on a presque tous les droits. L'autre, quelle que soit la composition du groupe, son niveau de professionnalisme, tant qu'il critique, on peut le priver de beaucoup de privilèges ou de droits même. Et ça aussi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Mais quelles sont les alternatives qui peuvent s'offrir à la presse sénégalaise, vu la nouvelle configuration, surtout au niveau de l'écosystème? Le modèle économique. Pour le modèle économique de la presse, ça demande bien sûr un ajournement, une mise à jour.
parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, on est en plein dans l'intelligence artificielle qui est en train de bousculer tous les secteurs d'activité et en particulier le secteur de la presse. Il y a un rapport de McKinsey dont je vous avais d'ailleurs parlé il y a quelques mois et qui expliquait à quel point beaucoup de métiers de la presse allaient être balayés, sinon effacés et supprimés à cause de l'intelligence artificielle. Maintenant, vous tapez n'importe quel sujet, n'importe quel mot-clé sur ChatGPT, ça peut vous faire un article meilleur que celui que vous ferez un journaliste avec 30 ans, 20 ans, 15 ans d'expérience de Bloomberg ou de n'importe quel média reconnu. Donc d'abord, il y a je pense qu'il y a une première piste, c'est comment l'intelligence artificielle et toutes ces différentes déclinaisons peuvent être utilisées pour améliorer le modèle économique de la presse et se concentrer sur le véritable métier de la presse, qui est l'analyse, qui est la synthèse, qui est le décryptage de l'information, et ça donne un peu plus de valeur. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est une tendance de fond. Maintenant, le deuxième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça concerne l'assainissement du milieu de la presse. Parce que tout à l'heure, on parlait M. Gassama parlait de benchmarking. Au Maroc, tout à l'heure, on discutait de ça. Il y a un certain nombre de critères et de paliers qui ont permis de mettre en place un cône inversé, de telle sorte qu'on peut prendre beaucoup, mais au final, à travers ce cône inversé-là, seuls sortent du lot les vrais journalistes, les vrais professionnels qui travaillent. Et pour ça, le premier pas, c'est la professionnalisation, notamment la mise en place d'une carte nationale de presse. Et ça a été un début au Sénégal, mais apparemment, c'est vrai qu'on dirait que cette carte nationale de presse-là ne décourage pas les grands téméraires, peut-être comme moi, qui demain peuvent se lancer à travers une chaîne YouTube ou une plateforme pour faire des chroniques, etc. Donc, je pense que vous, les grands professionnels des médias qui exercez depuis 30 ans, 45 ans, vous avez besoin de vous retrouver tous ensemble, de définir très clairement des propositions pour assainir votre métier, donc réaffirmer votre sens des responsabilités et à côté de cela, proposer un certain nombre de réformes, de régimes dérogatoires, de fiscalité allégée pour que les entreprises de presse puissent être pérennes. Je vous donne un exemple. Vous savez que dans le Code général des investissements, il y a des dispositions qui peuvent permettre à une entreprise qui vient de se lancer de bénéficier d'un agrément. Un agrément aussi bien durant la phase d'investissement ou durant la phase d'exploitation. Et avec cet agrément-là, avec la PIX et tout, vous pouvez avoir, si vous êtes un secteur éligible, un impôt sur les sociétés réduit de moitié. Donc au lieu de payer 30% d'IS, vous paierez 15% d'IS. Vous pouvez avoir une suspension des droits de douane pour toute importation de matériel, etc. Ensuite, vous êtes exonéré de taxes sur la valeur ajoutée de TVA pendant toute la durée de validité de votre agrément. Donc, ça peut vous donner des marges de manœuvre et tout ça pendant 3 ans, 5 ans. Par exemple, un groupe comme Immédiat qui a moins de 5 ans, si vous aviez cet agrément-là, mais toutes vos factures, vous les paierez hors taxe, hors douane. Toutes les importations, là, vous ne paierez pas les frais de douane. Et tout ceci vis-à-vis d'un engagement de recrutement, de participation à l'économie, etc. Donc, comme ça, je pense qu'un homme responsable, aussi bien la Direction générale des impôts que vous, les patrons de presse, il faut trouver un terrain d'entente et une opportunité de discuter des sujets en mettant en avant l'intérêt du Sénégal et votre sens des responsabilités. Mais pourtant, il y a une loi au Sénégal, la loi sur la presse qui a été votée. Les décrets d'application tardent à se mettre en place depuis pratiquement plus de 10 ans, qui disent qu'aujourd'hui, que la presse sénégalaise, si on collectait l'argent que gagnent les grands groupes de téléphonie au Sénégal, qui font pratiquement 650 milliards de francs CFA par an, si on prend 5%, on aurait pu avoir au moins 31 milliards à regarder comment réorganiser le secteur de la presse. Mais ça n'a jamais été appliqué. Oui, c'est vrai, mais dans ce cas aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un rôle majeur à jouer.
ça vous concerne directement. Et rassurez-vous, hein, personne ne fera ce boulot à votre place. Donc ça veut dire que si les autorités ne font pas ce qu'elles devaient faire vis-à-vis de vous, vous leur rappelez cela. Et voilà. Et ensuite, vous continuez quand même à taper sur toutes les portes pour que les choses, en fait, soient effectives. Ça, c'est important parce que ça va apporter donc une bouffée d'oxygène. Hein. Parce qu'il me faut a toujours plaidé le fait qu'il y ait des importations de téléphones portables, des importations de matériel informatique, que s'il y a une taxe minimale qui aurait pu quand même payer les droits d'auteur, les droits voisins, la copyright. Parce que ces médias-là, ces outils importés, mais prennent des produits de ce qu'ont fait les artistes, les journalistes, entre autres. Oui, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on constate pratiquement dans tous les secteurs, dans beaucoup de secteurs. Parce que parfois, on a l'impression qu'on a des dirigeants qui avancent comme ça, mais qui ne prennent pas en compte ou en charge beaucoup de priorités des populations. Ça, on l'a dit, on peut le dire dans les médias, on peut le dire donc dans l'enseignement, on peut le dire dans le secteur de l'élevage, pratiquement dans tous les secteurs. Dans le secteur bancaire, c'est encore pire, hein, avec tout ce que les gens subissent comme taxes, etc. Ça veut dire qu'il faudrait que les gens sachent qu'ils sont là pour la population et qu'ils continuent à jouer ce rôle-là. On espère qu'avec ce changement de régime, voilà, ces gens qui étaient de l'autre côté, qui continuent à critiquer, à pointer du doigt ce qui n'allait pas, en principe, on espère qu'il y aura du changement. Mais encore une fois, je le répète, à chaque fois que vous êtes concerné et que les gens ne réagissent pas, il faudrait faire un rappel. Voilà, comme on le dit, le rappel profite. Hein. Donc moi, je pense que c'est important donc, de le souligner. Après maintenant, je sais qu'avec cette manne financière, ça pourrait régler énormément de choses. Hein. Parce que quand même, vous ne pouvez pas prétendre devenir un pays donc, émergent si vous n'avez pas une presse qui joue son véritable rôle. Parce que ça participe à l'équilibre donc, des pouvoirs, mais également ça participe même à la transparence dans la gestion des deniers publics. Voilà. Parce que tant que quelqu'un se dit que s'il y a quelque chose qui ne va pas ou s'il fait quelque chose qui n'est pas conforme au texte, il peut être dénoncé et que voilà, automatiquement il va réfléchir à deux reprises avant de s'engager dans de telles choses. Maintenant, une presse libre, mais aussi responsable. C'est extrêmement important. Voilà, parce que souvent, on a l'impression que certains pensent que lorsqu'on est journaliste, on a tous les droits. Non, un journaliste est un citoyen comme vous et moi, donc ça veut dire que les textes s'appliquent à lui. Voilà, donc moi je pense qu'il faudrait encore une fois rappeler chacun à assumer ses responsabilités, mais aussi à œuvrer pour vraiment une avancée significative dans le domaine donc, dans l'application de certaines dispositions qui sont déjà prévues par les textes. Mais est-ce que les autorités mesurent les enjeux concernant la communication, et surtout de la presse, de nos jours? Parce que le constat qui a été fait, c'est que le Sénégal, depuis qu'il est devenu gazier et pétrolier, les grands groupes de presse étrangers ont renforcé leur présence au Sénégal, soit en termes de personnel, en termes de stratégie. On a vu que Canal a lancé TV Poulago, qui vient d'être interdit au niveau de cette télévision interdite au niveau de Burkina Faso. Mais aujourd'hui, RFI et les autres sont au Sénégal, font up, Sénégal va de up pour ces pays-là. Il y a même une annonce de recrutement de plus de 47 journalistes pour faire du Sénégal un up. Parce qu'on a l'impression que la communication du Sénégal est tenue par l'étranger à l'insu des Sénégalais et même des autorités qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors ça c'est une analyse d'un professionnel. Hein. Moi je ne prétends pas à connaître ce secteur aussi bien que vous, mais c'est vrai il est vrai que le Sénégal actuellement est un pays qui a à la croisée des chemins. C'est vrai qu'en termes d'enjeux géostratégiques avec l'exploitation imminente du pétrole et du gaz, Al Jazeera, Bloomberg, Reuters et toutes les chaînes étrangères ont renforcé de façon intelligente. Même la voix de l'Amérique fait maintenant des Wolof. Tout à fait. Donc ça démontre de l'intérêt du Sénégal pour les enjeux géostratégiques, comme je disais tout à l'heure. Comme le pays va être un pays qui va produire du pétrole et du gaz, et on sait que ces ressources-là, c'est des ressources qui sont très stratégiques, il peut être utile ou bien il peut être compréhensible que des grands médias s'installent. Et aussi, je rejoins parce que derrière la question, je sens une petite inquiétude. C'est que la fabrique de l'opinion échappe aux Sénégalais et que le Sénégal vive un narratif importé. C'est ça votre crainte. C'est la réalité. Voilà, c'est ça la crainte. Et effectivement, si jamais ce scénario-là se produit, c'est déjà ça la vérité. Alors, moi, vous me l'apprenez, mais ça, ce serait
bien sûr, ce serait quelque chose d'extrêmement problématique, puisque vous savez que, je vous ai dit ça tout à l'heure en introduction, l'information est une denrée de haute nécessité. Tous les matins, tout le monde a besoin de savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera. Inch'Allah. Donc c'est très important et il est utile que nous-mêmes au Sénégal, qu'on puisse avoir notre propre narratif, notre propre façon de voir les choses. Et au Sénégal, on a une longue tradition de brillants journalistes, de très 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 grands journalistes qui ont vraiment fait les beaux jours de la presse. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que chaque changement est douloureux. Parce qu'on est en train de vivre un changement de régime, un vrai changement de régime. Donc, le virage n'est pas aussi aisé que ça. Donc, il faut bien serrer la ceinture, faire preuve de responsabilité et aussi d'ingéniosité pour expliquer. Parce que tout à l'heure, on a parlé. Je pense qu'il n'est pas de l'intérêt des tenants actuels du pouvoir de fermer des groupes de presse. Parce qu'au-delà de cette fermeture de presse-là, c'est des pères et des mères de famille qui vivent dans les entreprises de presse. Au Sénégal, on sait que le taux de dépendance, il est de 1 à 8. Cela veut dire qu'un salarié fait vivre 8 personnes. Donc quand vous mettez, imaginons le groupe immédiat, s'il y a 100 personnes, il faut savoir que c'est 800 personnes qui vivent des salaires que vous payez. Et quand vous mettez 800 personnes dans la misère, c'est quelque chose qui est totalement inenvisageable. Parce qu'on sait qu'au Sénégal, le salaire est d'abord et avant tout alimentaire. Donc, je pense que, de bonne foi, il n'est pas envisagé du côté du gouvernement ou des nouvelles autorités une quelconque envie d'étrangler la presse pour provoquer sa mort. Maintenant, le Sénégal est dans un contexte où il y a une grande tension de trésorerie. Maintenant, il faudrait que chacun y prenne sa petite part. La presse aussi. Moi, je ne suis pas très d'accord avec les remises fiscales, l'allègement fiscal et tout ça. Parce qu'on connaît un peu l'histoire, hein, avec l'ancien président qui avait reçu les patrons de presse et qui leur avait promis une remise fiscale de 40 milliards. Mais malheureusement, il ne l'avait pas acté ni matérialisé. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à un régime peut-être spécial pour la presse, avoir une éthique de responsabilité et assainir la presse, et après être dans une franche collaboration, parce que la presse est le quatrième pouvoir. Tout à l'heure, M. Gassama le disait, la presse est très utile dans une démocratie pour la transparence, la redevabilité, la quantibilité. Donc c'est extrêmement important. On a vu dans d'autres pays comme la Chine, par exemple, la façon dont les Chinois ont modéré leur communication interne. Même TikTok, aujourd'hui, ce qu'on met dans le contenu est totalement différent de ce qui est exposé dehors. Et en Chine, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous installer comme vous voulez en tant que média. Il y a des choses à faire, il y a la communication du pays qui est protégée. Au Sénégal, vous pouvez ouvrir une télévision, même si vous êtes étranger, vous avez accès à tout. Alors qu'en France, on a même tué Africa numéro 1, parce que c'est stratégique. Africa 24 a du mal à s'en sortir, mais ici, on ouvre les vannes pour tout le monde et on combat la presse locale. Oui, donc c'est là où vraiment c'est important de se rapprocher davantage donc, des spécialistes de la presse. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est président, premier ministre ou ministre tel qu'on maîtrise mieux le domaine, quiconque. Il y a des spécialistes du domaine. Il faut qu'on se rapproche de ces gens-là pour avoir les bonnes informations et prendre les meilleures décisions possibles. Voilà. Ce que vous avez dit est tellement important que moi je pense qu'il est imminent quand même pour les autorités de penser en tout cas à contrôler autant que possible certaines choses qui pourraient influencer négativement donc, les jeunes. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'exemple de TikTok. Mais franchement, lorsque parfois vous défilez vous-même en tant qu'adulte, vous avez peur de tomber sur certaines images. Alors qu'ailleurs, c'est contrôlé. Voilà, ça devait être possible chez nous aussi. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a l'impression que dans beaucoup de secteurs, c'est comme ça. En fait, on ne contrôle pas. On laisse à leur propre sort. Et ça, ce qui n'est pas du tout normal. Parlant toujours des problèmes de la presse, je me dis que comme c'est la période des assises, il serait intéressant même d'organiser les assises de la presse. Là, si c'est déjà fait, les jeunes déjà les assises de la presse. Voilà. Les conclusions seront déposées sur la table du gouvernement. C'est bon. Maintenant, si tous les problèmes que vous avez vécus
et ce que vous pensez que ça va venir, si vous anticipez sur les choses et que vous mettez sur la table du gouvernement, vous argumentez, il n'y a pas de raison que les autorités ne fassent pas quelque chose. Il n'y a pas de raison. Parce que Mais l'inquiétude de la presse aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des réflexions au Sénégal, on parle, c'est bien beau, les textes et tout, ben on les met dans les tiroirs. Il y a aujourd'hui la loi sur la presse qui n'a jamais été appliquée, les droits d'application, les décrets d'application sont encore là, les séminaires sont faits dans beaucoup de domaines dans ce pays, mais il y a une sorte d'inertie. Hein, quand c'est fait, il n'y a pas d'action. On les met dans les tiroirs, on est dans les hôtels, on boit du café, séminaire, on sort et puis voilà. On pense à autre chose. Et le Burkina Faso vient prendre nos résultats et les applique chez lui. Oui, ça fait partie de ce que souvent nos collègues africains nous disent. Hein. On n'a pas besoin de réfléchir sur beaucoup de choses parce que les Sénégalais l'ont déjà fait. Il faut juste venir et voilà, s'approprier de ces réflexions-là. Une capacité d'action, de faire de l'action. C'est comme un problème dans ce pays. On peut toujours être optimiste, comme il y a un changement. Parce que toutes ces remarques-là, donc ceux qui étaient en l'opposition le faisaient au temps du pouvoir. Maintenant, ce sont ces gens-là qui sont aux affaires. On peut penser que quand même, les choses peuvent bouger un peu. Maintenant, ça peut ne pas être automatique, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est important que chacun dans son domaine rappelle à qui de droit ce qu'il faudrait faire. Mais le Premier ministre Sonko a dit qu'il n'a pas besoin de la presse. Bon. Je pense que ça, c'est discutable. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin de la presse. Pour moi, ça n'existe pas. Parce que même le message qu'il voudrait faire passer, il a toujours besoin donc quand même de la presse. Voilà. Même si vous avez votre chaîne, vous avez... Voilà. Parce que chacun a quand même les télés, les radios, tout ça, tout le monde a ses propres auditeurs, ses propres spectateurs, etc. Donc, et au-delà aussi, les différents invités sur les différents plateaux, chacun peut toujours apporter quelque chose. Bref, dans une économie de manière générale, on dit que tous les secteurs, en tout cas, ou toutes les activités sont liées. Donc chacun a besoin de l'autre. Même proverbe qui le dit, hein, donc on a beau être maçon, mais on ne peut jamais construire sa maison seul. Faites tout ce que vous voulez, mais vous avez toujours besoin des autres. Voilà. Je rappelle que vous suivez l'air du temps et que je sois Dr Mour Gassama, enseignant-chercheur à l'INSEP, UCAD, et Seydina Aliou Ndiaye, économiste essayiste, l'auteur du livre L'angle mort économique. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a levé plus de 450 milliards de francs CFA à eurobond. Quelle lecture peut-on en faire? Alors, la lecture qu'on peut en faire, c'est que le régime passé, le régime du président Macky Sall, a laissé au Sénégal, pour prendre la métaphore du train, que j'aime beaucoup, hein, parce que c'est le titre de l'ouvrage que j'ai publié récemment, le régime du président Macky Sall a laissé le train du Sénégal avec une vitesse de 300 km à l'heure et un mur de fer, de béton et d'acier de la dette qui est juste en face. Donc, ce train, il roule à 300 km à l'heure et il va heurter le mur de plein fouet. Et we are all in this together. On est tous dans le train. Donc, cet emprunt obligataire-là qui a été fait, c'est peut-être diminuer la vitesse du train et faire reculer le mur de la dette. Et je donne quelques chiffres juste pour mettre ça en perspective. Dans la loi des finances initiale de 2024 qui a été préparée, le service de la dette est de 1248 milliards. 1248 milliards. Auquel il faut ajouter 578 milliards d'intérêts et de commissions. Donc ça nous fait à peu près 1800 et quelques milliards. Et chaque mois, 1800 milliards, ça peut ne pas parler aux gens, mais cela veut dire que chaque mois, le Sénégal paie 150 milliards de dettes. Chaque mois. Et chaque Sénégalais rembourse combien? Comment? Chaque Sénégalais rembourse combien? Faites le calcul, vous prenez 150 milliards, vous divisez par, disons, 18 millions, près de 20 millions, après vous pouvez... je vais faire le calcul après. Donc, ça c'est chaque 4 semaines, il faut payer 150 milliards. 152 milliards exactement. À côté de ça, on a aussi la bombe salariale qui est autour de 131 milliards qu'il faut payer chaque mois. Et avec ça, on avait fait des eurobonds, des eurobombes même, diraient certains. Ça a été une orgie des eurobonds. 2014 eurobonds, 2017 eurobonds, 2018 eurobonds, 2021 eurobonds et 2024 eurobonds. En termes d'eurobonds, on s'est endetté à plus de 3 000 milliards de francs CFA. C'est 5,45 milliards de dollars. J'ai regardé les chiffres avant de venir. Donc, et malheureusement, il y a un eurobond qu'on avait émis en 2014 qui arrive à échéance en 2024. Et il faut payer des dollars. Le dollar qu'on avait en 2014, il tournait autour de 500 francs
en termes d'échange. Maintenant, le dollar est à 610 francs. Donc, première explication, cet eurobond sert à faire reculer le mur de la dette qui est là. Oui. Et deuxième explication, moi j'ai pris le temps de lire le rapport d'exécution budgétaire publié par le ministère des Finances et du Budget sur le premier trimestre. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un mismatch entre le taux d'exécution des dépenses et le taux d'exécution des recettes. Pour les recettes, on a 17% sur ce qui était prévu. Et pour les dépenses, on est à 25%. C'est déjà le premier mismatch. Ensuite, quand vous lisez même sur la ligne dons et appui budgétaire, c'est zéro. Le Sénégal n'a rien reçu de ses amis. Et les amis du Sénégal, c'est la France qui est première sur cette liste des amis-là. Et en continuant l'analyse de ce rapport d'exécution budgétaire, on se rend compte que le déficit, il faut qu'on écoute bien, hein, le déficit qui a été prévu dans la LFI pour toute l'année 2024 initiale, le déficit qui a été prévu pour toute l'année, c'est 840 milliards. Maintenant, sur le premier trimestre, janvier à mars, le déficit qu'on a, c'est 555 milliards. Plus de la moitié, déjà. Ça veut dire que, toutes choses étant égales par ailleurs, si on suit la même tendance, le déficit serait de 2000 milliards en lieu et place de 840 milliards. Donc, ce qui est énorme, énorme. En termes de dépenses, on a dépensé plus de, je ne sais pas combien de milliers de milliards, et en termes de recettes, pas beaucoup. Donc, deuxième raison, c'est pour financer le déficit. Et ça, c'est vraiment un legs, un carnage des finances publiques, et c'est ce legs-là de l'ancien régime Macky Sall, face auquel le nouveau régime tente, bon an mal an, d'essayer de freiner ce train à la dérive qui risque de percuter un mur de fer, béton, acier. Mais dans cette situation-là, au-delà de l'eurobond, qu'est-ce que l'État doit faire pour diminuer la dette et pour aussi supporter le poids de la dette? Est-ce qu'il doit réduire son train de vie de l'État du Sénégal? Est-ce qu'on doit rationaliser les agences, comme on en avait annoncé? Est-ce qu'on doit réduire le nombre de ministères, réduire les dépenses de l'État? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que tout ce que vous avez dit reste possible parce qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Hein. Et déjà avec la formation du nouveau gouvernement, on a vu qu'on a réduit quand même le nombre de ministères. On a compressé un peu. Après maintenant, peut-être avec les lois qui vont venir, les votes de loi, peut-être certaines agences pourraient aussi être unifiées ou plutôt être dissoutes purement et simplement. Voilà, parce qu'ils sont dans cette logique. Il y avait aussi l'annonce de la suppression des fonds communs. Oui. Les fonds communs, l'annonce de suppression aussi des fonds du président. On n'en parle plus. Oui, bon, de toute façon, parce que déjà, il faudrait toujours retourner à l'Assemblée nationale, je pense, pour beaucoup de choses. Hein. On ne peut pas célébrer un bon jeu pour le mettre fin à cela. Donc, je pense que c'était un engagement électoral. On s'attend aussi à ce que cela soit appliqué. Ce qu'on a constaté, donc sur vraiment le fonctionnement donc, du budget, les recettes par rapport aux dépenses, je pense que ça fait partie du fonctionnement normal, hein, parce que souvent on sait que les recettes arrivent à compte-gouttes alors que les dépenses, on les exécute rapidement. Donc le fait que les dépenses soient supérieures aux recettes donc, pour le premier trimestre, ça reste toujours dans l'ordre normal des choses. Ce qui est peut-être inquiétant, c'est vraiment donc, le niveau donc, de la dette. Hein, parce que l'endettement en tant que tel même n'est pas mauvais. Il y a ce qu'on appelle souvent un bon endettement et un mauvais endettement. Il faut une dette utile. Voilà. Si on s'endette pour vraiment investir davantage donc, dans des projets qui vont favoriser ce qu'on appelle la productivité, qui vont aller dans le sens de participer au développement du capital humain, c'est intéressant. Maintenant, si c'est un endettement qui participe, c'est vrai, à des travaux, des chantiers ou de prestige, ou encore on laisse à côté. Et le Sénégal continue à importer 1070 milliards de produits alimentaires chaque année. Donc, le riz, le blé, l'huile, tout est importé. Voilà, donc on produit peu. On a discuté il n'y a pas longtemps même avec donc, mon co-débatteur. On était ensemble au niveau des... Le kilo de riz importé de l'Inde est moins cher que le kilo de niébé ou le kilo de mil produit au Sénégal. Oui, donc ça nous replace encore dans le contexte de l'endogénisation donc de l'économie sénégalaise. Voilà, maintenant, vous pouvez avoir la volonté,
Mais il faudrait mettre en place le dispositif qui permet de pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est ce qui est sûr et certain, c'est qu'un diagnostic clair a été fait. Après maintenant, il faut du temps pour le réaliser. Parce que, voilà, que ce soit le riz, que ce soit le maïs, que ce soit le blé, bref, beaucoup de denrées que nous consommons, on dépend plus donc de l'extérieur. Et on sait qu'il y a de réelles possibilités d'augmenter de manière significative les niveaux de production pour d'abord réduire les importations, mais aussi augmenter les revenus donc des paysans ou des producteurs. Et au-delà, penser aussi à leur transformation sur place, ce qui devrait permettre en tout cas de capter le maximum possible sur la chaîne de valeur. Mais encore une fois, les gens ne sont pas là, ou ceux qui sont là n'ont pas une baguette magique. Ils ne peuvent pas tous prendre des décisions et les faire exécuter. Ça prend du temps. Ne serait-ce que pour booster la production agricole, il faut vous assurer d'avoir donc des semences de qualité, mettre en place avoir des engrais, mais aussi disposer du matériel agricole. Voilà. Après maintenant, essayer d'encadrer et ainsi de suite. Et si la production est là, réfléchir sur sa conservation, sa transformation, voilà, et en même temps aussi donc la commercialisation. C'est un ensemble. Mais on a l'impression que depuis 1960, on tient le même discours de production, de souveraineté, de Senghor en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, aujourd'hui Diomaye Faye, Ousmane Sonko. On parle beaucoup de ça. Mais derrière, l'impression qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'action concrète. On a l'impression que le pays est tenu par des lobbies d'importateurs qui empêchent le pays d'importer et de se nourrir. Quand on parle, les discours sont bien faits, mais le port continue à déverser des importations. Et les champs ne sont pas labourés. Je vous laisse à votre constat. Mais il est vrai que le Sénégal fait du surplace. Vraiment, quand on regarde l'histoire économique du pays, ça a été le cas excusez-moi du marketing, dans l'ouvrage que j'ai publié récemment. Dans la deuxième partie, j'ai parlé des enjeux économiques. Et surtout, j'ai essayé de faire un encéphalogramme de l'économie sénégalaise depuis 60 ans. Mais on se rend compte que depuis le choc des politiques d'ajustement structurel, et aussi avec un régime socialiste qui s'est un peu vautré dans la facilité d'une ouverture de tout le marché sénégalais sans garantie, sans contrepartie, le Sénégal, c'est comme une maison où il y a pas de porte. Tout rentre au Sénégal, il y a pas un minimum de contrôle, il n'y a pas l'économie, il n'y a pas de modèle économique strictement sénégalais. Et c'est pour ça qu'il faut saluer la nouvelle volonté des autorités d'aller vers un modèle économique d'un Sénégal endogène. Donc, un modèle d'une économie endogène. Une économie qui se base sur ses propres forces pour résoudre ses propres problèmes. Comment aller au-delà des paroles? Alors, comment aller au-delà des paroles? Il faut des actes, il faut des sachants, il faut des gens qui ont de l'expérience, qui ont fait des choses, des gens qui ne sont pas seulement dans le moule de l'ENA, du fonctionnaire, des théories qu'on apprend tout le temps, mais des gens qui sont ouverts dans le monde, qui ont vu ce qui se fait ailleurs dans le monde, qui peuvent faire des choses, qui sont dans une logique de résultats, orientés résultats, et qui s'engagent pour réduire ça. Moi, j'ai bon espoir qu'avec les nouvelles autorités, tout cela sera fait. Maintenant, le pays, c'est comme une grand-mère, vieille grand-mère. Partout, ça fait mal. Donc, peut-être qu'on est un peu impatient, mais les nouvelles autorités ne sont là qu'il y a cela 2 mois. En 2 mois, comme le dit tout à l'heure mon co-débatteur, il n'y a pas de baguette magique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Sénégal importe 1070 milliards de produits alimentaires. Donc, tout ce qu'on mange, on l'importe. On importe le riz, on importe le mourou, on importe l'huile, on importe les fruits, on importe les légumes, mais on importe tout. Maintenant, quand toi tu importes tout, tu ne peux pas fixer ton prix à quelqu'un qui est à l'étranger. À cela s'ajoute un renchérissement du coût du dollar. Parce qu'il y a une hausse des taux d'intérêt de la Banque fédérale américaine et subséquemment, le dollar augmente. Alors que toi, tu prends des francs CFA et tu vas acheter en dollars. Maintenant, si les dollars coûtent plus cher en francs CFA, tu en prends un peu plus pour aller acheter. À côté de ça, le régime passé laisse aussi un pays qui est balafré par une masse énorme de subventions dans tous les secteurs. Vous prenez le secteur de l'énergie, c'est 650 milliards. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas un boost de la productivité et de la compétitivité du pays.
Troisièmement, on attendait le pétrole et le gaz. Après les retards et tous les problèmes qu'on a, notamment sur le gaz, malheureusement, le Sénégal a été piégé dans les contrats de recherche et de partage de production qui font que les gars investissent d'abord, après ils te présentent leurs factures. Ils déduisent d'abord leurs factures et après, une fois en production, tu as une partie que tu vas toucher. Et ça, c'est des contrats avec des clauses de stabilité, etc. C'est très compliqué. Donc, le panorama économique du pays, pour ne pas jouer aux Cassandres et à l'annonciateur de mauvaises nouvelles, n'est pas très reluisant. Maintenant, il faut du pragmatisme, de l'ingéniosité, de l'ouverture surtout. Il faut de l'ouverture pour que les gens qui ont des idées, les gens qui peuvent proposer des choses par patriotisme, que ces gens-là puissent le proposer. Vous parlez d'ouverture. Est-ce que c'est à cause de ça que Alioune Tine a dit qu'aujourd'hui qu'on assiste à un gouvernement de pacifiens, en parlant, en disant un peu qu'il y a un manque d'ouverture pour d'autres compétences. Même si c'est vrai, quand on gagne, on gouverne avec ceux avec qui on a gagné. Bon, parce que moi je n'ai vu que cette phrase-là, je n'ai pas pu lire voilà, le contenu ou plutôt entendre ce qu'elle a dit. Mais parce qu'on demande est-ce que l'antisystème n'est pas en train de bouffer par le système. Parce que pour l'instant, l'antisystème est en place, ben, il va falloir du temps pour écarter le système. Hein. Vous savez, 2 mois après, bon, pour toutes les directions, il y a toujours donc, les mêmes qui sont là, il y a quelques rares exceptions. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, ce sont ces gens qui sont là. Ils ont lancé des audits normalement dans les différents ministères pour connaître l'état des lieux. Ça encore, ce n'est pas encore fait. Et on voudrait coûte que coûte donc avoir des résultats, ce n'est pas possible. Maintenant, ce que M. Tine a dit, en tout cas ce que j'ai retenu ou ce que j'ai compris, pour moi je ne vois pas de problème. Parce que si vous allez aux États-Unis, qu'est-ce qu'on va dire? L'administration Biden. Quelqu'un qui gagne gouverne avec ses hommes de confiance. Il y a aucun problème pour cela. Maintenant, est-ce que l'ouverture existe? Oui. Il y a certains ministres qui sont cooptés dans ce gouvernement-là. Voilà, ils ne sont pas du tout des amis, ni des anciens camarades du président Diomaye, ni du premier ministre Sonko. Mais plutôt, on les a cooptés uniquement de par leur expérience. Certains même ont dit que la première fois qu'ils ont vu serrer la main au président, c'est en conseil des ministres, pour montrer que si ce n'est pas de l'ouverture, je ne comprends pas c'est quoi l'ouverture. Donc ça veut dire qu'ils sont dans cette dynamique-là. Maintenant, il faudrait qu'on leur donne un peu de temps, voilà, pour mettre en place les choses et commencer à dérouler. Voilà, maintenant, les idées sont là, l'intention est là, la volonté politique est là. Il faudrait du temps maintenant pour savoir des raisons pour lesquelles on aimerait bien même, avant de commencer à faire des critiques autres, attendre d'abord les 100 premiers jours pour pouvoir évaluer les mesures prises dans ces 100 premiers jours. Est-ce que ça va nous mener à bon port ou pas? Ouais. Alioune Tine parle de gouvernement pacifien parce qu'il parle peu d'ouverture, comme il a dit, Gassama a souligné qu'il y a des membres du gouvernement quand même qui ne sont pas du passé, qui ont été choisis pour leurs compétences. Guy Marius Sagna, lui, insiste sur la liberté d'expression en parlant des gens qu'on a commencé à arrêter aujourd'hui, que le combat, ce n'était pas de mettre les gens en prison, c'est de laisser la liberté d'expression s'exprimer. Comment on peut analyser ces deux sorties? Alors, moi, je ne suis pas un analyste politique. Hein, mais vous avez votre lecture. Voilà, donc, et je souhaite ne pas faire de commentaires sur des commentaires. Maintenant, d'un point de vue général, je pense que la liberté s'accompagne de sa jumelle qui est la responsabilité. L'éthique de responsabilité, ça c'est un principe global. Ensuite, entendons-nous bien, M. Gassama, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ouverture. Je ne critique pas le pouvoir en place. Attendez, je vais juste clarifier ce point-là. Ce que j'ai dit, c'est très clair. Hein? Oui, non, c'est très clair, mais je précise ma pensée. Tout à l'heure, ce que je dis, c'est que j'ai dit d'abord qu'il est très tôt, parce qu'en 2 mois, on n'a pas de baguette magique, on ne peut pas changer les choses. Ce que je dis surtout, je présente un tableau panoramique de l'état actuel du pays, de la situation que le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République ont hérité, et que cette situation-là est extrêmement compliquée et même dramatique. Donc, attendre une baguette magique pour changer les choses en 2 mois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Ça, c'est un. Deuxièmement, je suis d'accord avec vous à 100% que quand on gagne, on gouverne avec ses hommes de confiance. On gouverne aussi avec les gens en qui on pense que ces gens-là sont capables d'amener les changements qui sont promis. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, concernant le système, l'antisystème, etc., moi,
Moi, je préfère manier des notions qui soient très carrées, parce que je suis un mathématicien à la base, pour que ces notions-là, on puisse leur mettre de la substance pour savoir exactement c'est quoi le système exactement, c'est quoi l'antisystème, etc. Parce que souvent, c'est des mots bateaux dans lesquels on met un peu tout et n'importe quoi. On a un nouveau régime, on a un changement, il y a un vent de l'espoir et un vent du renouveau qui est là, il y a beaucoup de difficultés, il y a un tapis de bombe qui est laissé. Maintenant, les gens sont en train de manager les choses. Nous, en tant qu'économistes, en tant qu'intellectuels, notre rôle, c'est d'être une vigie citoyenne, Bien sûr. sachant qu'on est aussi patriote. On souhaite et on veut que les nouvelles autorités réussissent pour le bien du Sénégal. On est prêt vraiment à accompagner en termes d'idées, de solutions, d'approches, de démarches. C'est ça que j'appelle l'ouverture. Je ne dis pas que le gouvernement est fermé ou que les gens sont fermés. Non. Il y a d'excellents ministres. Par exemple, vous prenez le ministre de l'Agriculture. D'ailleurs, hier, je lisais sur les réseaux sociaux que les jeunes là, prévoient de lui faire une soupe nationale après la Tabaski. Tellement il se démène partout, on le voit partout. Donc, il doit avoir une soupe nationale. Tellement il doit être fatigué pour se reposer. Mais il se démène. Mais si on a 10-15 gars comme lui qui vraiment vont partout, Mali, Medellín, partout, pour vraiment prendre le corps. La lecture d'Alioune Tine et de Guy Marius Sagna. Oui. Alors, la lecture d'Alioune Tine et de Guy Marius Sagna, moi, je n'ai pas de commentaire a priori à y faire. C'est leur vision. Ils pensent que c'est un état pacifiant qui est en train de se mettre en place. Attendons les 100 jours, ou bien attendons d'ici la fin de l'année, pour voir exactement ce qu'il en est. Mais Guy Marius Sagna a parlé aussi de liberté. Il a dit que lui, il a combattu tous les gouvernants qui étaient là par rapport à la liberté d'expression. Qu'il constate qu'aujourd'hui, les arrestations qui sont faites, qu'il pense qu'on ne devait pas aller dans ce sens-là. En tout cas, moi, je suis quand même l'information, même politique et tout, mais franchement, sur ce qui s'est passé, il m'est très difficile d'être au même niveau d'analyse que M. Guy Marius Sagna, pour la seule et simple raison que, pour moi, lorsqu'on parle de liberté d'expression dans une démocratie, le plus important, c'est surtout la contribution. Voilà. Critiquer ou parler de la vie privée de quelqu'un, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va apporter aux Sénégalais. Les Sénégalais n'ont pas élu les gens pour leur vie privée, on les a élus sur la base d'un programme, d'un projet. Le plus important ici, moi j'aurais préféré qu'ils parlent un peu donc de la baisse des prix des denrées de première nécessité, de la formation du gouvernement, du choix. Mais c'est important pour devoir de mémoire, parce que c'est important de rappeler que ceux qui sont là ont usé de l'arme de l'insulte aussi quand ils étaient dans l'opposition. Et c'est important de le préciser. Même si il faut condamner les insultes d'où qu'elles viennent. Mais il faut aussi reconnaître que dans l'opposition, attendez, moi je suis très précis, que dans l'opposition, les gens du PASTEF ont usé de l'insulte aussi. Ça c'est important, même s'il faut condamner l'insulte d'où qu'elle puisse venir. Que ça soit l'insulte, ce devoir de mémoire, c'est important qu'on soit factuel. Que ça soit l'insulte, que ça soit la violence, d'où que ça puisse venir, pour moi je le condamne et je le rejette totalement. Voilà, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va construire un pays. Voilà, maintenant, il faudrait, comme on l'a dit, la liberté d'expression va toujours avec la responsabilité. Voilà. Il ne sert à rien d'insulter les gens, il ne sert à rien aussi de faire de la diffamation par ça et là. Ce qui est important pour moi, c'est toujours des critiques, mais des critiques constructives. C'est ce qui, en tout cas, permettra au pays donc d'avancer dans le bon sens. Mais parce que la démocratie a besoin de respect et de responsabilité des uns et des autres. Des uns et des autres, que l'on soit au pouvoir dans l'opposition, il faut toujours garder la mémoire qu'un jour la roue peut tourner. Merci infiniment à mes invités, Gassama, Dr Gassama qui est ancien chercheur à l'INSEP. Merci à Céline Alioune Ndiaye qui est aussi écrivain, essayiste, économiste, qui a écrit un livre qui s'appelle L'angle mort économique. À la technique, Amadi ici, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Le meilleur de la radio, 92.3.